Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonsoir, je suis Dominique Cordier. Nous sommes réunis au Cardinal, 5 places de la porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Samy Boisa est à la réalisation. Salut Samy. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Samy qu'on retrouvera avec Thomas Borin pour les pronostics de l'obstacle. On ira à Pau notamment samedi avec 6 courses. Et Samy que l'on retrouvera également avec celui dont c'est le grand retour dans Radio Balance, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour Dominique, bonjour Samy, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je ne suis pas gâté pour un week-end au galop là. On m'a pas gâté pour mon retour, parce que Pau samedi, voilà. J'aime bien Pau, mais uniquement Marseille-Vivo en semi-nocturne dimanche. Les amoureux du galop. On sera Deauville lundi avec une réunion incontournable, un super top 5. Passer de Hong Kong et Japan Cup à ça, il faut se mettre de l'eau sur la nuque. On l'a vu dans les réseaux, vous rentrez d'Asie du Sud-Est, on n'a pas payé la rançon. Vous imaginez bien, vous avez fait le Japon, la Thaïlande et Hong Kong. Oui, c'est ça. Vous avez vu de grands chevaux, vous étiez présent avec lors de la victoire de Kalandagan dans la Japan Cup que vous avez touché à 6 contre 1. Oui, 6-20 d'ailleurs. Oui, puis les jumelés avec les 3 autres chevaux de la course. Donc c'était. Ça a payé le voyage pratiquement. Disons que moi je joue pas cher, mais j'ai mis 30 et 30 dessus. Donc le voyage, ça a payé les faux frais, on va dire. Vous prenez 30 000 et 30 000. Non, j'ai pas dit. Non. Il y en a qui se sont permis de mettre un peu plus. Oui, bien sûr. 40 et 40, par exemple. Non, je ne citerai pas les noms, mais tant mieux pour eux. Bravo. Oui. Non, mais à ce jeu-là, on le répétera jamais assez. On met, plus on touche. Oui, mais je pense que le PMU, donc on ne devait pas pouvoir jouer. Si, on pouvait jouer, mais en masse. Mais on pouvait jouer. Oui, mais tu pouvais pas. On a touché un 70. Non, mais je suis d'accord. Mais clochard que nous sommes. Non, mais tu pouvais jouer quand ? Le matin. Le matin, oui. Ah oui, d'accord, ok. Pas la veille. Je ne veux même pas savoir le montant des enjeux. Pourtant, le directeur du PMU, l'ancien directeur par intérim du PMU, parce que pendant que vous étiez parti... Moi, j'étais avec Joël Séché, je l'ai vu là-bas. Oui, Joël, discuté avec lui. Je l'ai félicité pour... King Opera, mais qui va gagner là, je pense. Non, il court pas là. C'est vrai, avec William, si, mais ça va pas être le favori. Non, mais il est ferré là. Il est ferré, oui. Parce qu'il était loin dans le parcours. Dans le ténor de Beaune. Il m'a dit oui. Oui, mais Joël Séché qui m'a dit de King Opera, c'est un cheval dont je rêve la nuit désormais. J'ai retrouvé un cheval dont je rêvais la nuit. Et il s'appelait King Opera, mais ça quand il avait 2 ans. Bon, bref, tout s'est bien passé. Le Japon et ensuite Hong Kong avec la victoire de Sozi. Oui. Là encore. Oui, très belle. C'était un peu le cheval de la course. D'ailleurs, c'était les 4 chevaux de la course. Si vous avez écouté Canal Turf, vous avez. J'ai pas manqué ça. Ici, on parie spécial Hong Kong. Les 4 dans l'ordre. Avec Emmanuel Roussel. Comment dire ? L'avantage là-bas, c'est qu'il y a des Super 4 dans toutes les courses. Des top 4 hors dans toutes les courses. Même avec 18 partants Oui, d'accord, sûr, très bien. Oui. On vous paye comment ? Et là, 762 contre 1 quand même. Ce sont des dollars hongkongais, c'est pas des yens. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas encore converti la monnaie. Non. Voilà. Vous êtes revenu avec beaucoup d'argent alors ? J'ai touché pour l'équivalent d'€1 à peu près. Oui. Vous avez touché qu'€1 ? 3 semaines de voyage, €1 de gain. Il a fait 762 contre 1. Oui, voilà. Vous êtes revenu avec beaucoup d'argent quand même. Je suis revenu avec quelques Hong Kong dollars que je n'ai pas changé. C'est convertible, non ? Non, j'aurais pu changer, faire le change. Mais si je suis encore de ce monde l'année prochaine... Vous auriez pu ramener des souvenirs. J'ai ramené quelques souvenirs. Oui. Mais j'avais la valise pleine... déjà à la base. Non, mais on a vu aussi... Non, mais il a vu un cheval gagner à 1 contre 1, le meilleur sprinter du monde. Il a fait 1-0. Il a fait 1-0-5 là-bas. Comme ici, sans doute. Ici, il a dû faire un 10, non ? Ou je sais pas. Mais qui a gagné en se baladant encore, Gilles. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tellement attrayant quand vous faites le Japan Cup, il n'y avait pas d'enjeu. J'ai regardé la Japan Cup sur Equidia, il n'y avait rien du tout. On n'était pas à 6 chiffres, on était à peine à 5. Évidemment, déjà, quand tu ne peux pas jouer la veille, c'est déjà compliqué. Mais on a vu de très bons champions. J'ai eu le privilège, j'ai regardé la course, j'ai commenté la course avec Manu Roussel, du cheval le plus riche du monde. Romantic Warrior, j'étais juste devant son propriétaire. C'était
Voilà. D'accord, vous étiez bien placé. Le premier à le féliciter. Voilà, Service Palace et Service Premium pour Gilles Barbarin en Asie du Sud-Est. Puis, les pensionnaires de Francis-Henri Graffard sont bien comportés, que ce soit Goliath, troisième qui a été très brillant durant le parcours, dans une course qui n'a pas été très vite, la course de sosie. Et puis Kisisana, il s'est fait prendre un peu la place dans le tournant par le jockey japonais qui a été mis à pied d'ailleurs quelques jours. Mais bon, c'était les 3 chevaux de la course. Romantic Warrior qui s'est promené, Bellagio Opera qui est un vrai bon cheval, et puis Kisisana qui termine 3e. Vous vouliez absolument aller à Japan Cup. Oui. Qu'est-ce qui vous manque maintenant dans votre... dans les champs de course que vous n'avez pas encore vus, les grandes courses auxquelles vous n'avez pas encore assisté Que les grandes courses que j'aime, non, pas grand-chose. Non, parce que l'Australie, non. Non, c'est trop loin. Les États-unis, j'aime pas. Non, vous n'aimez pas. On ne parle pas du Canada. Si. L'Afrique du Sud, on ne parle pas non plus. Non. Pour vous, la boucle est bouclée. Il fallait aller à la Japan Cup et puis vous y êtes allé la bonne année parce que les Français n'avaient pas gagné depuis le Glorieux en 1987. C'est ce que je disais à Francis-Henri Graffard. Je veux dire, l'exploit est quand même quand même grand parce que effectivement, le Glorieux, mais à l'époque de le Glorieux, les Japonais, c'était pas. Ils ont beaucoup amélioré déjà leur élevage et en achetant beaucoup de poulinières, ils ont. Voilà. Moi, j'aimerais que Gilles nous parle. Qu'est-ce que tu as pensé du Japon sur l'hippodrome comparé à la France? Il y a beaucoup de monde, d'accord, mais est-ce qu'ils font des animations? Qu'est-ce qui se passe pendant les chevaux tournent pendant combien de temps? C'est quoi la différence avec la France? Oui, alors les chevaux, ils tournent très longtemps. Et puis il y a des emplacements au rond de présentation, vous pouvez pas je sais que l'entourage de Calandagan, en fait il vous met le numéro 1, il a tel emplacement, numéro 1 tel, voilà. Il y a aussi les tocs aussi qui changent, mais comment dire, les jockeys arrivent en courant au rond de présentation. Parfois, certains jockeys sont dispensés d'aller au rond de présentation lorsqu'ils ont monté la course précédente. Et donc, ils restent dans le couloir qui mène... voilà. Et puis, tout ce qui est réception, récompense et tout, c'est particulier. Il y avait le prix France Gallo également, avec Monsieur de Saint-Seine qui était présent, donc qui a remis le prix. Enfin, et beaucoup de cérémonial Bref, c'est... Ça vous a plu? Puis aller voir un centre d'entraînement, celui de Mio, à côté de Tokyo, c'est impressionnant. Il s'est passé des choses pendant que vous étiez en Asie, à croire que finalement, à croire que c'est bien que vous partiez parce qu'il se passe des choses, vous voyez. On a appris par exemple, j'avais promis d'en parler, c'est que la semaine dernière, on a oublié de parler du départ à la retraite de Serge Pelletier. Voilà, 71 ans, ça méritait un grand big up, un grand coup de chapeau parce que c'était une personnalité, d'abord un homme humble et affable qui a apporté beaucoup aux courses du Centre-Est. Voilà, et pas que. Extrêmement discret et pas que, exactement. Et très populaire dans le Centre-Est justement. Toujours très populaire et voilà. Vichy, et pas que. Lyon et pas que. Voilà, un monsieur sympa avec lequel j'avais plaisir à jouer à la belote quand on était coéquipiers. On était pratiquement imbattables. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Guy Verva aussi imbattable quand il était avec moi. Et Thierry Sivelle aussi imbattable. Ah oui. Ouais, il y a Serge Pelletier, Guy Verva, Thierry Sivelle. Quand on tenait ensemble à la belote, on était imbattables. Et le dénominateur commun, c'était Dominique Cordier. Voilà, c'est ça. C'est sans doute grâce à moi qu'ils étaient devenus imbattables à la belote. Merci Gilles de souligner cela. Alors je disais, il s'est passé des choses. On a notamment un directeur général au PMU. Oui, oui, bien sûr. C'est le monsieur qu'on avait reçu. Le 23 mai, justement. Oui. Alors, c'est marrant parce que vous disiez cela, parce que l'émission du 23 mai, finalement, elle a retrouvé des auditeurs. Les gens sont allés rechercher sur SoundCloud, sur YouTube, l'interview de Cyril Giraudat à ce sujet-là. Beaucoup se sont plaints, ils ont raison, du fait qu'on ne trouvait pas... mon cher Samy, l'émission sur Applecast, voire sur Deezer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Applecast et Deezer, ce sont des diffuseurs. Et avant d'être chez un diffuseur, lorsqu'on fait un podcast, il faut passer par un hébergeur. Chez nous,
À Radio Balance, l'hébergeur, c'est SoundCloud. Quand on héberge le programme du jour sur SoundCloud, ensuite, tac, l'informatique fait qu'on a un code RSS qui va voyager sur toutes les plateformes de podcast. Et là, il y a un bug qu'on n'a toujours pas identifié qui fait que le programme arrive par moment, c'est pas systématique chaque semaine, il arrive un peu plus tard sur les 2 plateformes en question, Applecast et Deezer. Mais sinon, si vous ne trouvez pas Radio Balance sur Applecast ou sur Deezer, vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur SoundCloud. SoundCloud, il y est dès que l'émission est terminée. Voilà, c'est gratuit, ça ne change rien à votre confort d'écoute. Je tenais à vous dire ça. Donc, on a été sur Cyril Giraudat, dont on peut réécouter sur nos plateformes l'interview. C'était l'émission du 23 mai, où on entend également Arnaud de Seyssel. Et suite à cette nomination, parce que Cyril Giraudat prendra officiellement ses fonctions le 7 janvier prochain, donc dans une quinzaine de jours, on a beaucoup parlé cette semaine chez les sociétés mères ainsi qu'au PMU du budget. Et c'est un exercice difficile. Vous savez que je l'ai annoncé la semaine dernière dans Radio Balance. On est sur un budget pour les sociétés mères de 720 millions d'euros. Le résultat net prévu en 2026, c'est même pas 750 tel que le préconisait 740. Le rapport de l'IGF. Non, le rapport de l'IGF, c'est 750. Ensuite, ça a été revu à la baisse à 740 et maintenant on travaille sur 720. Avec 10% de GPI. Ah oui, avec 10% de GPI. Voilà. Mais pas plus. Je ne sais pas, ni plus, c'est une moyenne, mais bon, c'est autour de 10%. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, mais vous n'avez pas réussi à lui faire dire. Je peux pas leur brûler les pieds. Je peux leur brûler les pieds jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, s'ils ne veulent pas me dire la vérité ou leur vérité, ça les regarde bien. Et donc, on va continuer avec les 10% de GPI. On va continuer avec les 10% de GPI, mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. On travaille donc sur un budget de 720 millions. 720 millions d'euros, il fallait faire un budget pour l'année 2026, ça ne sera pas le cas. On ne pouvait pas faire un budget pour contraindre finalement Cyril Giraudat à l'exécuter. Donc on a fait un budget provisoire sur la base a priori de 180 millions, c'est-à-dire le quart de 720, un budget qui emmènera le PMU du 1er janvier au 31 mars. Et à charge Cyril Giraudat, une fois qu'il sera en place, de faire le budget annuel, donc sans doute aux alentours du mois de février et mars. On a lu sur je ne sais quel support, peut-être Jour de Gallo, une interview d'Éric Woerth, qui n'a pas officiellement déclaré sa candidature à la présidence du conseil d'administration du PMU. Je ne vais pas dire qu'on regrette, parce que je ne suis pas sûr que ce soit... Et c'est pas M. Germont, donc on ne sait pas. On ne sait pas, M. Germont. Un des deux, non ? C'est ce que dit Jour de Gallo, mais il peut y avoir des vocations qui voient le jour. On ne sait pas. Je ne sais pas si de placer Éric... Je ne sais pas. Éric Woerth, donc un homme politique à la tête d'une entreprise économique telle que peut l'être le PMU, c'est franchement une bonne idée. Chacun jugera. Quoi d'autre dans l'actualité, mon cher Samy ? C'est ce que disait M. Séché dans Jour de Gallo, d'ailleurs. Ah oui, il dit oui, c'est un bon candidat. Ouais. Oui, Joël Séché, je pense que, comme de toute façon, il voulait pas à la base être président du conseil d'administration par intérim du PMU, le premier qui lui prend la place, il la lui laisse. Hein. Oui. Mais c'est vrai, pour avoir discuté avec lui à Laval le 1er novembre, qu'il est quand même très Éric Woerth. Mais bon, il y a beaucoup... il est toujours député, il est toujours, a priori, préfigurateur du PMU, ce qu'on appelle PMU 2030. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle 6 mois après, presque 6 mois après sa nomination de ses actes, parce que finalement, on va bien savoir de quoi il en retourne. On n'a quand même rien vu arriver. Bon. Oui, parce que tu me dis... beau métier quand même. Hein, non, mais c'est magnifique. Oui, pas 6 mois, parce que le 1er septembre, 4 mois. 4 mois, on n'a rien vu venir pour le moment. Tu me dis, pendant mon absence, il s'est passé beaucoup de choses. Cyril Giraudat, c'est quand même, ça fait 6 mois qu'on attendait. D'accord, mais il ne se passe rien. Mais c'est passé une chose. Oui, une nomination. Pas des moindres. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, vous avez c'est même pas passé. On n'a même pas le distancement des Macedo d'Acosta. Ah ben non. Ça s'est même pas passé. Ça encore. Xylophone, délire d'amour. Ouais. Comment vous expliquez ça ? Ah ben ça, j'en sais rien. Alors là, vous n'avez pas envoyé de texto J'ai été sur le cul.
Vous n'avez pas envoyé de SMS à M. Henri Pourret pour savoir pourquoi? Je ne l'ai pas vu à Hong Kong, il était malade. Ah, zut. J'espère qu'il est rétabli. On l'espère. Mais voilà, j'ai aperçu M. Le Guen, je lui ai fait un petit bonjour, mais non, je ne vois plus. Monsieur Le Guen, ces petits papiers. C'est le chef des handicapés. Oui. Non, mais je trouvais quand même bizarre que les choses ne soient pas distancées. Toujours pas. Ils vont l'être à un moment donné. Oui, mais enfin, quand les autres courent les courses à condition qui étaient derrière lui, par exemple, je dis les courses à condition, il y en a de moins en moins. Maintenant, on est dans les handicaps, on est dans les irritants pour les propriétaires, les 16 partants et tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas, je veux dire, si on dit c'est le nombre de partants qui fait les enjeux. Je crois qu'on n'a rien compris, mais c'est mon avis. Tiens, j'aimerais vous lire, on va le saluer, un monsieur qui nous écrit souvent à Radio Balance. Il s'appelle Vincent Latour, il nous écoute depuis la Belgique, il nous a envoyé un message charmant tout à l'heure. Bonjour Dominique, bonjour à tous les auditeurs de Radio Balance. Je tenais à te remercier pour l'excellence de l'émission de vendredi dernier, le 12 décembre. Vous avez aimé aussi Gilles, Madame Falque-Pirotin fut une excellente interlocutrice et ton travail... Voilà, il a aimé quoi. On monte en gamme sur Radio Balance et c'est à souligner. Bonne continuation Dominique. Et l'intéressant c'est le post-scriptum. Je me permets de relancer, c'est vrai qu'il m'en avait déjà parlé, l'idée d'une émission spéciale Forum Radio Balance où tous les interlocuteurs de la filière pourraient avoir la parole, parieurs, éleveurs, jockeys, drivers, tenanciers de PMU, bénévoles, hippodromes, etc. Bon week-end, Vincent Latour. Alors, c'est assez marrant parce que finalement, pour participer à Radio Balance, il n'y a qu'à envoyer un message, j'ai des choses à dire, on en parle ensemble et puis on les dit. Il n'y a pas de censure, celui qui veut parler à Radio Balance parle à Radio Balance. Donc voilà, nos antennes sont ouvertes à tous les acteurs de la filière, qu'ils soient sociaux, parieurs, bénévoles, présidents d'hippodrome. Celui qui a des choses à dire et qui mérite d'être entendu, bien peut s'exprimer sur Radio Balance. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire une émission spéciale ou comme on fait ailleurs, on vous donne la parole. Non, la parole, vous l'avez naturellement, il suffit de demander à l'avoir. On vous tendra le micro si on considère, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, que votre propos peut intéresser toute notre petite communauté. Vous avez vu qu'on a un invité spécial dans cette émission. C'est Monsieur Jacques Détré. Jacques Détré nous avons déjà eu lors qui était candidat. Donc, on ne l'a pas eu depuis. Je crois, de mémoire, il n'a pas dû s'exprimer beaucoup depuis. Il avait mal digéré sa défaite, 27 voix contre 25. Trahison aussi, non? Oui, ça c'est le principe des élections dans des scrutins, scrutins comme celui-là. On n'a pas les noms. On n'a pas les noms. On a une vague idée, mais on n'a pas les noms qui vont avec. Allez, on a que les prénoms. On va tout de suite. On a que les prénoms ou les initiales. On va retrouver tout de suite Jacques Détré. Et le nombre de lettres. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Bonsoir Jacques Détré. Bonsoir Dominique. Alors Gilles est là, Samy Boisa est là. Bonsoir. On parlait, Jacques, votre parole est rare, on ne vous a pratiquement pas entendu. La dernière fois qu'on vous a entendu, c'était il y a 2 ans pile. Vous présentiez à la présidence de France Gallo. Vous avez fini 2e, vous avez été battu. Une défaite qui vous a laissé quelques rancœurs. Est-ce que vous gardez toujours un chien de votre chienne? Est-ce que vous êtes toujours dans la rancœur dans ce qui s'est passé en 2023? Non. En 2023, j'ai, après l'élection, éprouvé un sentiment de frustration extrêmement important puisque beaucoup de gens qui s'étaient engagés à voter pour moi ont retourné leur veste la veille au soir. Mais c'est la vie des élections et j'étais sûrement trop naïf pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions. Bref, j'ai été battu de peu, mais j'ai été battu. Il faut savoir reconnaître le résultat d'une élection. Une fois le sentiment de frustration passé, j'ai observé ce qui se passait et je me suis d'abord un peu affolé de voir que France Gallo tombait dans les mains d'un président banquier international et d'un directeur général assureur. L'association d'un banquier et d'un assureur pour redresser une entreprise, ça faisait peur. Bon, l'année 2024 m'a donné un peu raison
un des premiers signes noirs mortifères que nous avons connus, c'était au niveau de la réunion de l'équipe de modernisation d'Auteuil, qui avait travaillé depuis de nombreux mois et qui avait un projet, et ce projet est mort-né. Et les travaux d'Auteuil se sont résumés à juste un entretien. Ça, c'était un premier signe très noir. Et à ce sentiment de frustration, s'est associé après un sentiment de colère, puis de découragement, et surtout d'inquiétude, parce que l'année 2024 a été quand même une année blanche, et probablement que notre président devait prendre du temps pour apprendre et comprendre le fonctionnement de France Gallo, et son directeur général aussi, j'imagine. Bref, le découragement commençait à s'installer. Voilà, ça c'est pour l'année 2024. Par la suite, vous savez comme moi tout ce qui s'est passé. Madame de Montchalin qui trouvait quand même que ça sentait pas bon, cette mésentente entre le Trot et le Gallo, ces deux présidents qui étaient incapables de se parler, de communiquer et de faire avancer la machine ensemble. Elle a donc nommé un rapporteur, Monsieur Avis, qui lui-même, après, a déposé des conclusions tout à fait intéressantes. Et ces conclusions a demandé à Monsieur Éric Woerth de venir les mettre en œuvre. Voilà. Alors, c'était bien que je ne parle pas pendant ces 2 années, parce que, effectivement, mes paroles auraient été très dures, alors que je dois dire que ma position a un peu évolué depuis le dernier comité de lundi dernier. Voilà. Ah, c'est tout frais, alors, Jacques. Oui. Allô ? Oui, je disais c'est tout frais, alors. Oui, mon sentiment est tout frais, parce que juste après l'élection, il y avait 3 mesures primordiales à prendre. Il y avait le rapprochement avec le Trot et la mise en place du 50-50, la régularisation de tous les problèmes qu'on avait avec le Trot, et se lancer dans une mutualisation des services transversaux, ce qui semblait être la logique pure. Il y avait la reprise du programme national des courses qui avait besoin d'être réaménagé, et il y avait surtout le relèvement du PMU et la mise en place d'une nouvelle direction. Tout ça, on n'a rien vu, rien ne s'est passé pendant les 2024, et pourtant, à chaque comité, on répétait à l'envi qu'il fallait restructurer France Gallo, que France Gallo, le fonctionnement coûtait trop cher, que ceci, que cela. Bon, on nous disait, dormez, braves gens, on s'occupe de tout. En fait, on s'occupait de rien. Donc, j'ai vu avec bonheur la nomination de Monsieur Woerth, et comme par hasard, grâce à lui, les choses se sont débloquées, au moins au niveau de la relation entre nos 2 présidents de société mères, et le 50-50 a été signé, et les problèmes de la FNCH réglés. C'était un point déjà extrêmement positif. D'autre part, au niveau des conseils, la reprise en main du programme national par France Gallo a commencé à porter ses fruits, et il s'en est sorti des mesures qui, certes, sont désagréables. Et notamment, j'ai une petite pensée pour le président de Nîmes, qui s'est vu supprimer 42 courses et qui a appris la nouvelle la veille du Grand Prix de Marseille par le président trotteur de la fédération régionale de sa région. Ça manquait un peu d'élégance, pour le moins. Mais cette éclaircie, elle est arrivée avec, on s'en est rendu compte, le fait que nos dirigeants se sont mis vraiment au travail, ont attaqué vraiment les vrais problèmes. Et nous avons donc appris au dernier comité que, au niveau de France Gallo, la restructuration était en marche, puisqu'on nous a parlé d'une régulation collective comment appelle-t-on ça quand on se sépare d'un salarié? Un plan de sauvegarde, le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, vous voulez dire voilà, ça? Un plan de sauvegarde de l'emploi qui touchait plusieurs dizaines de personnes et qui avait besoin d'être négocié, et qui va demander du temps, qui va coûter de l'argent certes, mais dont on verra les effets en 2027. D'autre part,
Le programme national des courses est en voie d'être revu. J'espère qu'ils y mettront les disponibilités humaines qui sont nécessaires. Voilà. Et au niveau du PMU, la situation a bougé, puisque M. Giraudat a été nommé directeur général du PMU et que nous sommes en instance d'avoir un nouveau président qui, j'espère, sera nommé pas dans les années qui viennent, mais dans les semaines ou les mois les 2-3 mois qui viennent. Voilà. Alors, ça fait quand même... C'est-à-dire que dans cette affaire-là, mieux vaut tard que jamais. Hein. Les mesures qui auraient pu être prises au mois de janvier 2024 l'ont été prises 1 an et demi plus tard. Et oui, Jacques, on a eu un problème de liaison. Vous disiez, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, on a 1 an et demi sont passés où c'est rien passé. Maintenant, on prend les bonnes décisions. On a quand même perdu un an et demi dans cette affaire. Oui, mais c'est ça qu'on a perdu un an et demi. Et cet an et demi, et cette année et demie est sûrement coûteuse et pèsera sûrement dans les déficits successifs qu'on va enregistrer qu'on a enregistré en 2024 et 2025 et dans celles qu'on va enregistrer en 2027. Parce que si j'ai bien compris, la trésorerie grâce à une gestion très serrée d'Olivier Deloy, qu'on avait laissé lors de la précédente mandature, ces 172 millions d'euros, ils vont s'épuiser à peu près à la fin de l'année 2027. Donc il faut absolument que d'ici 2027, l'équipe du PMU soit une équipe performante, qui s'entende extrêmement bien et qui arrive à retourner la courbe de baisse qui pour l'instant paraît inéluctable, mais qui doit s'arrêter, absolument. Parce que sinon, fin 2027, alors là, ça sera très compliqué. On va en reparler de l'année 2027. Oui. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, c'est important, plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE mis en place à France Gallo qui concernerait combien de salariés? On sait qu'à France Gallo, on a... En fait, j'ai retrouvé le terme, c'est une rupture conventionnelle. Oui, une rupture conventionnelle collective. Donc ça demande l'adhésion, des gens qui sont touchés par cette rupture conventionnelle et c'est une négociation qui sera menée à ses fins et qui devrait toucher à peu près une 50aine de personnes. Mais vous ne pensez pas que ça va toucher des gens qui sont proches de la retraite avec beaucoup d'ancienneté ça va coûter plus que ça va rapporter? On a à France Gallo 100 personnes âgées de 55 ans. Je n'ai aucun détail technique des personnes que ça va toucher, mais enfin, de toute façon, cette restructuration a été absolument obligatoire et on aura peut-être... certaines surprises dans cette restructuration, on verra bien. Cette année et demie de procrastination, pour ne parler que de ça, elle nous amène l'année prochaine à un résultat net versé aux sociétés mères de 720 millions d'euros. C'est moins que ce que préconisait le rapport avis, c'est moins que les prévisions pessimistes de certains, puisqu'on parlait encore 3 mois de 740 millions d'euros. On est à 720 et on est sur un déficit pour France Gallo de 40 millions d'euros. Pour commencer l'année 2026. Et encore, on a procédé courant 2025 à une baisse de location de 10 millions pour 6 mois et de 20 millions en année pleine. Donc vous imaginez, si cette baisse de location n'avait pas été faite, on serait à moins 60. Vous comprenez? Donc là, les 172 millions, ils vont fondre comme neige au soleil. Mais les mesures sont prises. Alors tout va dépendre maintenant du rebond du PMU et de la capacité aux nouveaux dirigeants à trouver les problèmes dans les multiples qui sont très variés dans différents secteurs et les régler. Donc à ce sujet-là, au dernier comité, nous avons eu une intervention très brillante et surtout très claire, et c'est difficile d'avoir de la clarté quand on veut expliquer les problèmes du PMU, de la part de Philippe Germont. Et Philippe Germont nous a fait une démonstration extrêmement brillante, et il est certain que l'association de cet homme au redressement du PMU sera un plus. Alors je ne sais pas qui sera nommé président, mais en tous les cas, lui, du fait qu'il soit maintenant président de la commission des finances, sera de plein droit
à coopérer de façon intime avec M. Giraudat et de façon constante et importante, j'espère. Et donc, l'association éventuelle de M. Woerth, de Philippe Germont et de leurs qualités respectives, je pense que là, on tient un bon attelage. Philippe Germont est désormais président de la commission des finances de France Gallo. Il y a peut-être un match qui se dessine, en tout cas si on lit Jour de Gallo, c'est ce qu'on peut en déduire, entre Philippe Germont et Éric Woerth pour la présidence du conseil d'administration, présidence non exécutive, je le rappelle, du conseil d'administration du PMU. On a lu Joël Séché dans Jour de Gallo justement nous dire tout le bien qu'il pensait d'Éric Woerth. Est-ce que votre cœur penche d'un côté Germont, de l'autre Woerth? Quel serait à votre avis par rapport à ces deux personnalités que vous connaissez, pour vous, le meilleur au poste de président du conseil d'administration du PMU, Jacques Détré? Je pense que la crise est tellement importante au PMU qu'il faut allier les compétences. Et les compétences techniques de Germont sont incontestables. Les compétences de négociateur, diplomatique et de pragmatisme et le respect qu'on doit à M. Woerth sont incontestables aussi. Et donc, je pense que ces deux personnes-là seront faites pour s'entendre. Et m'étant renseigné sur une éventuelle coprésidence du PMU, je me suis rendu compte que les statuts du PMU ne prévoyaient pas ça. Donc, il n'y aura qu'une personne. Cette personne sera désignée par les deux présidents des sociétés mères. Mais je vous le dis, et je le répète, que Philippe Germont, au poste où il est, pourra travailler de façon soutenue et pérenne dans le redressement du PMU. On parlait des économies à réaliser d'un budget. C'est-à-dire la remise en marche du fonctionnement général du PMU et de différents secteurs. On a vraiment l'impression qu'avec les changements à la tête du PMU, il y a beaucoup de personnes qui ont baissé les bras et qui ont lâché le stylo un peu. Donc il y a sûrement énormément de grains à moudre et de réformes à porter, à condition de le faire dans un esprit de communauté, d'action et d'entraide. Quand vous préparez un budget, vous le voyez bien, on le voit également au niveau du budget de l'État. Dès qu'on nous demande une taxe, les taxes un peu saugrenues, on s'arrête à celle-là et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On a vu sur les réseaux depuis 10 jours fleurir cette mesure qui consisterait à donner tous les départs des courses de plats dans les réunions PMH au drapeau, ce qui ferait économiser annuellement à l'institution 200 000 €. Bonne mesure pour vous, Jacques Détré? Non, mais de toute façon, là, ils sont en train de courir après toutes les économies possibles et inimaginables. Et donc, si cette suppression des boîtes de départ dans les courses PMH en plat économise quelques centaines de milliers d'euros, pourquoi pas mais enfin, on retourne à l'âge de pierre, à l'époque où je montais en course. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Vous n'allez pas remonter en course. Quand on rogne, on rogne. Et il faut qu'on rogne dans tous les secteurs. Et je vois, j'ai eu quelques mesures du conseil d'administration qui viennent de sortir. Les engagements dans les groupes 1 maintenant vont être payants en obstacle, etc. Ils vont supprimer leur aide à l'élevage, qui à mon avis est une grosse erreur pour 2026. Parce que dans toutes ces mesures, c'est très bien de récupérer tout ce qu'on peut récupérer à droite à gauche. Mais la seule vraie mesure, la seule chose qu'il faut absolument réussir, c'est le redressement du PMU. Exactement. Si on redresse le PMU, on sera fichu parce qu'on a subi une première baisse d'allocation, on n'en subira pas une deuxième. Et ça, je crois que M. Etsensen l'a bien compris et qu'il est persuadé qu'il ne fera jamais avoir recours à une deuxième baisse d'allocation parce que celle-ci serait mortifère et ce serait la Bérésina. Oui. Donc, en fait, notre objectif, c'est fin 2027, où la trésorerie de France Gallo, d'après les prévisions, serait plus que de 11 millions, etc. Nous n'aurons plus de sous, et donc il faut avoir redressé le PMU d'ici là. Effectivement, si on n'a plus d'argent, parce que le risque, il est là. Le risque, c'est la faillite en 2027, avec 11 millions de provisions restantes et l'obligation de recourir à l'emprunt. Et c'est pour ça que sans avoir de candidat préféré, mon petit doigt me dit que, sans qu'il soit candidat encore, M. Woerth sera peut-être la personne
la plus appropriée pour être à la présidence du PMU à cette époque-là et éventuellement négocier avec l'État quelques mesures qui permettront d'améliorer la marge du PMU. Enfin, Jacques, fin 2027, avant fin 2027, il y a mai 2027, il y a une élection présidentielle de tous les dangers, donc il n'est pas sûr que fin 2027, M. Woerth soit le mieux à même d'aller négocier avec ce que sera l'État à ce moment-là. Si vous connaissez l'avenir et le résultat des élections, pas plus que vous, Jacques. Il n'y a pas besoin d'être devin. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises d'ici là. Rien n'est pas besoin de devin, ça sera pas Mélenchon. 2027, c'est une année, je crois que c'est une année électorale également. Vous avez été candidat pour la première fois il y a 2 ans. Est-ce que vous serez candidat de nouveau au moment où on se parle? Est-ce que vous retournerez à l'élection dans 2 ans? Alors écoutez, ma réponse va être assez claire. Si vraiment l'équipe Saint-Seine, après des débuts laborieux, arrive à confirmer les bonnes sensations qu'on a à l'heure actuelle avec eux, je ne vois pas pourquoi j'irai me dresser contre eux à ce moment-là. Mais personne ne connaît l'avenir. J'ai une question pour Jacques. Oui, moi, Jacques, vous êtes très attaché à l'obstacle. Le 2 tiers, 1 tiers, il est pas acté dans le marbre, mais il est... dans les faits, on a entendu sur Radio Balance... Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même beaucoup de gens à France Gallo qui disent que les allocations de l'obstacle sont trop importantes par rapport au nombre de chevaux, la qualité de chevaux, et ça fait moi, ça me fait un peu peur quand même. Alors les 2 tiers, 1 tiers, ils ne peuvent pas être évalués sur la base des enjeux, parce que de toute façon, comme les courses d'obstacles sont placés à des horaires où on ne peut pas bien jouer, où ils ont perdu des événements, etc., on ne peut pas se fier là-dessus. Tout le monde est d'accord maintenant pour reconnaître que les 2 tiers, 1 tiers sont respectés par le fait que on compte le nombre de chevaux ayant couru au moins une fois dans l'année en plein un obstacle. Et là, on tombe pile poil à 2 tiers, 1 tiers, mais à epsilon près. Voilà. Donc, dans l'esprit de nos dirigeants et de notre président, je pense que le 2 tiers, 1 tiers ne sera pas changé. Mais le premier danger qui a été écarté, ça a été de signer le 50-50. Parce que je pense que Jean-Pierre Barjon avait un peu l'obstacle dans le pif, et il m'en parlait souvent d'ailleurs, parce qu'on est souvent en rapport. Mais si vous voulez, moi j'étais, et je le répète, pour une grande mutualisation des courses. À partir du moment où on arrête de regarder dans l'assiette du voisin, on arrête de comparer les enjeux que font le plat, l'obstacle ou le trot, et qu'on se borne au 50-50, et qu'on essaye de dégager les meilleures courses pour faire les meilleurs événements et rentrer le plus d'argent possible, à partir du moment où le PMU est dirigé par des gens qui aiment les courses, et non pas qui disent de toute façon c'est foutu les paris hippiques, il y a beaucoup d'horizons qui peuvent s'ouvrir. Parce que quand les gens perdent leur jalousie naturelle et leur envie de l'autre, enfin de ce qu'à l'autre, eh bien l'apaisement rentre et les gens peuvent travailler beaucoup plus sereinement. Je vous signale quand même que la discipline de l'obstacle, mais je ne suis pas là pour parler que de l'obstacle, parce que la France a 2 atouts considérables en plat comme en obstacle. Elle a ses allocations, qui ont pris un petit coup dans l'aile cette année, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça continue, et elle a son rayonnement international. Là, quand on voit tous les groupes 1 qui ont été gagnés en plat par les chevaux français, quand on voit le commerce français en obstacle, etc., on se rend compte de la force qu'on représente. Quand on voit en obstacle le renouvellement des générations d'entraîneurs, quand on voit les nouveaux propriétaires qui arrivent, les investisseurs étrangers qui viennent faire entraîner leurs chevaux en France, etc., mais l'obstacle, il est loin d'être mort. La seule chose, c'est que le temple qu'il abrite, on le laisse tomber. On a laissé tomber Auteuil. J'espère parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait un projet de rénovation de la tribune publique qui tenait la route, j'espère qu'ils ne vont pas mettre 50 ans pour le mettre en route cette fois-ci, et qu'ils vont se réveiller un peu plus vite. Voilà.
Bon, Jacques, moi, si j'ai bien retenu quelque chose, et je suis complètement d'accord avec vous, le nerf de la guerre, c'est le montant des enjeux, c'est le PMU, il faut redonner confiance aux joueurs, Alors, là, pour le coup, le grand slogan de notre président, il faut remettre les courses au cœur des Français. Moi, je dis, il faut remettre les courses au cœur des parieurs. Déjà, on commençait par ça, bien sûr. Et donc, si vous voulez, sur le plan marketing, ils sont très forts. Ils ont fait connaître France Gallo avec leur manifestation à la place de la Concorde. Ils nous ont expliqué que ça représentait presque 10 millions de publicités, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais moi, je voudrais qu'on fasse connaître, je voudrais qu'on anime les endroits où on joue. Parce que mettre des bornes dans des endroits où il n'y a personne qui passe, où il n'y a aucune convivialité autour, c'est voué à l'échec. Vous comprenez ? C'est pas parce que vous multipliez les bornes que vous allez multiplier les enjeux. Et donc, ça, on est en train de le découvrir. Donc, il faut un retour aux sources. Il faut réanimer les endroits publics où on joue. Et ça, c'est peut-être le travail aussi de France Gallo. Parce que c'est bien joli d'aller inaugurer un PMU à Laval, à Bordeaux, je sais pas où, avec Madame Malcaz et tout, mais il faut aller aussi tremper les mains dans le cambouis. Il faut aller dans un endroit plus simple. Et il faut savoir, parce que quand vous allez jouer dans un bistrot dans le coin où vous habitez, etc., mais tout de suite, vous avez une animation qui se crée, les gens vous reconnaissent, et chacun d'entre nous, si on faisait ça, je vous assure que régulièrement, eh bien, on pourrait relancer cet attrait, parce qu'il n'y a pas que des vieux dans les... Et il faut aussi, Jacques, il faut éduquer les parieurs. Moi, j'en parle, ce sont les courses, le pari hippique, c'est un jeu intelligent, et... Ça s'apprend, malheureusement. Mais oui, ça s'apprend. Voilà, mais il faut éduquer les parieurs. Il faut aussi redonner de la confiance aux parieurs. Et il faut aussi... il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Mais oui, alors c'est sûrement très technique. Et ça, c'est vraiment le boulot d'un mec comme Girmont et Giraudat, enfin de ces deux personnes-là. Mais je pense qu'ils ont dans leur bagage tout un tas de choses qu'ils peuvent mettre en œuvre, mais ils ont 2 ans pour réussir. Oui, et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on associe le nombre de partants au montant des enjeux. Et moi, je trouve que c'est un faux débat, et qu'avec peu de partants, on peut avoir des rapports très conséquent. Et là, il faudra revoir ce qu'est la commercialisation des courses. Parce que pour les propriétaires, c'est un irritant de courir. C'est une question de masse. Bien sûr. Donc, même des courses à 7 partants, si vous proposez des jeux intéressants et intelligents, eh bien, il y a des gens qui ont des idées pour ça. On les a, mais il faut les faire connaître, ces jeux-là. On les a, les jeux, Jacques. On les a, les jeux. Oui, on les a, mais on ne veut pas les mettre en avant. C'est justement on ne peut pas les mettre en avant. Il va falloir revoir la commercialisation de certains jeux dont on ne parle jamais, finalement, Triord, on n'en parle jamais, exactement. Super 4, on n'en parle jamais. On parle que du top 5 or, du quintet, voilà. Où on fait fuir les joueurs avec des rapports ridicules. On connaît votre discours, Gilles. Jacques, merci d'être passé dans Radio Balance. Le message, on l'a compris. Un message d'optimisme. Et on vous attend quand vous voulez, quand vous êtes sur Paris, au Cardinal. Alors, dans le message d'optimisme, je voulais en rajouter une petite chose. Parce que autant ça a été mortifère d'arrêter les travaux de la rénovation d'Auteuil, autant dans l'élevage, par exemple, parce qu'en 2027, on va se retrouver, comme il y a en ce moment... une rétractation des éleveurs et des petits éleveurs en général pour aller faire saillir leurs juments. On a perdu moins 10% de saillies dernière. On risque d'en perdre moins 20 cette année. Moi, je pense qu'il faudrait prendre des mesures pour soutenir l'élevage. À l'époque, France Gallo offrait une 50aine de saillies, enfin plusieurs dizaines en tous les cas, des talents de premier plan que les petits et moyens éleveurs sont incapables de se payer. Et donc, ça serait formidable et ça coûterait moins cher que la manifestation de la place de la Concorde que de relancer ce genre de mesures. Est-ce qu'on n'est pas dans un marché, justement, en parlant de l'élevage, qui est en train de s'autoréguler dans le sens où on baisse grosso modo les allocations de 10-15% avec un marché justement qui est en train de nous donner 10 à 15% de chevaux en moins? Est-ce qu'on n'a pas un marché qui est
Bien sûr que oui, et on risque de se retrouver en 2027 avec, imaginons qu'ils réussissent et que les enjeux repartent, avec pas assez de matières premières pour remplir les courses. Et il faudrait aller en donc c'est en ce moment qu'il faut relancer et prendre des mesures pour soutenir l'élevage et la crise qu'on traverse. Merci Jacques Détré d'être passé par Radio Balance. Tout de suite le trot avec Alexandre de Koopman. Et puis après vous, Gilles Barbarin. Et après encore Thomas Borin, parce qu'on parle d'obstacles. Jacques, il y a une réunion paloise demain, des meetings que vous suivez. Il y a celui-là et celui de Cagnes. Absolument. On va regarder les chevaux qui courent. Ouais. Super. Merci Jacques Détré. Au revoir. Au revoir. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le trot, c'est parti avec vous, Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors, on va aller bien évidemment à Vincennes tout le week-end. On ira faire un crochet du côté de Cagnes-sur-Mer, puisqu'il y a une premium. Le meeting de trot a également commencé. Vincennes, c'est dimanche avec les deux qualificatives, le Critérium Continental et le Ténor de Beaune. On va commencer avec samedi. Le Z5 ordre, c'est le prix de Strasbourg. Une course top 5. Ah oui. Super top 5. Super top 5, peut-être. Je vais pas y arriver. Non, c'est incroyable. Ouais. 8, 9 et 10 ans, on fera confiance dans cette course-là, Alexandre, aux 8 ans. Hein. Principalement, à commencer par un cheval qui a gagné de peu, mais finalement assez sûrement, c'est le numéro 9, It's Scott. Ouais, Scott qui a été bon la dernière fois, qui battait Roise de la Noé, qui battait pas mal de ses adversaires du jour, donc il n'y a pas de raison que le cheval ne répète pas, il dépend d'une écurie qui est en forme en plus, donc non, je pense que s'il refait la même valeur, il va falloir compter avec lui pour la victoire. On peut lui opposer les chevaux de 8 ans, hein. On a bien évidemment Hurricane Carter qui ne gagne jamais, mais ça arrivera bien un jour. Harrison Duplessis avec Eric Raffin. On a Imberland qui vient de s'imposer, c'était début novembre, et qui est associé ici à Jean-Michel Bazir. Hold Up du Saptel qui est une possibilité également. Bref, on va parler H dans ce prix de Strasbourg. Oui, un peu comme vous, hein. Mon deuxième, ce sera le 12 Hurricane Carter, hein, qui a seulement été devancé par des 6 ans quand même la dernière fois. Je pense qu'à mon avis, on va être un peu plus offensif cette fois. C'est un cheval qui a aligné beaucoup de victoires. C'est vrai que du coup, la marge est plus faible, mais il vaut aussi un lot comme ça. Imberland, le 6, qui a fait vraiment un truc la dernière fois. Il terminait son parcours sur un drôle de pied. Le 11 Harrison Duplessis, qui a très bien couru dans la course de référence. S'il fallait citer une autre génération, je me méfie quand même du 14 Grand Trio Ludois, qui peut faire un numéro. C'est un cheval de grand train, hein, qui n'a besoin de personne. Il fait son retour à Vincennes. Attention quand même à ce cheval-là. Attention également au 7, un Gims Duplessis qui finalement, je pense, a une chance assez similaire à celle de son compagnon de boxe Harrison. Le 5 Hold Up du Saptel, hein, qui est vraiment irréprochable, qui va encore faire sa course. Et en bout de piste, j'ai gardé le 8 Furioso Flini, que je préfère quand même un petit peu sur les courtes distances. Ouais, voilà. Furioso qui vient de très bien se comporter sur 2100 mètres. On va égrener cette réunion avec la première. C'est une belle course. 10 partants, 4 émojis rouges. Il en reste 6. C'est le prix du Merleau avec un seul vert. Sans doute le cheval qui va viser la victoire et qui va gagner, c'est McCurdé, numéro 10. Ouais, McCurdé qui progresse tout le temps. La dernière fois, il a gagné 2 néo-vents sur ce parcours. Il va tenter de rester invaincu cette année, c'est fort probable. On lui oppose qui ? Peut-être le numéro 9, la Mirakalou Manazif, qui a signé ses 2 derniers succès sur la vitesse. Après, c'est vrai qu'il y avait des chevaux que j'aimais bien au tableau, mais comme on a mis rouge, on va faire confiance à leurs entourages. Donc il y en a 6 à jouer dans la première. Dans la deuxième, prix limé, 10 partantes. Ce sont des juments. Tout est possible. Peut-être le numéro 5, Caviaz. Caviaz, le numéro 5, qui a laissé pas mal de regrets en dernier lieu face au mâle. Elle n'affronte que les femelles cette fois. À mon avis, c'est juste une question de sagesse. Je pense qu'elle vaut largement un tel lot. Ensuite, je me méfierais de la concurrence étrangère. Le 7 Perfect, qui a déjà prouvé sa qualité en France au sulky, qui peut surprendre d'entrée de jeu au montées. Et attention au numéro 2, Madeleine Flévaux, qui a couru une fois au montées en Allemagne et qui s'était imposé très facilement. Donc 5-7-2. Petit lot dans la troisième, le prix de Conche des pouliches. Elles sont âgées de 3 ans. Elles sont 12 au départ. Ouais, je pense que c'est la course la plus dure de cette réunion. Je dirais timidement le 4, Mamselle Déripré, qui dépend d'un entraînement qui revient en grande forme. Faut pas qu'elle soit trop brillante. Et si c'est le cas, elle a une bonne chance. Et après, je suis un fan du numéro 9, Marina Somoli, qui a vraiment de la classe. Mais bon, elle n'a pas été gâtée au tirage au sort. On est au sulky pour la 5e course, le prix de Pierrefonds.
avec des juments âgés de 4 ans, 10 au départ. J'hésite entre les deux malheureuses de la course de référence, le 7 Lagune Pilla, qui vraiment leur marchait dessus dans le tournant final quand elle a fini par faire la faute, ayant trop de gaz. Et le 8, un Luminous Star, qui était aussi au petit trot quand elle a été fortement gênée. C'était la course où Franck Nivard était tombé, il me semble. Donc voilà, 7, 8 et le 10, Lunément, qui redescend quand même de catégorie quelque peu dans cette épreuve. Un seul top 5 sans ordre dans cette réunion, c'est celui de la 6e. Le prix d'Évreux, course difficile, 16 au départ, peut-être un bon point d'appui, plusieurs, il y en a plusieurs, mais peut-être un bon avec celle que présente Alain Chavat, Kétamine Duz avec Gabi Gélormini, c'est le numéro 6. Ouais, Kétamine Duz, j'en fais pas ma favorite, mais pour les places, on peut la garder. Le 10 Caroline Détang qui n'a pas manqué sa cible la dernière fois, qui peut remettre le couvert, je trouvais qu'elle le faisait avec une certaine marge. Le 7 Kennedy Street, c'est par ailleurs, ils ont dû manger leur ticket la dernière fois, elle n'a jamais pu passer pour finir. Le 14 Caline de Faël, qui a fait sensation pour ses débuts sous la selle et ça peut lui faire de bien pour son retour au sulky. Et je trouve qu'il y a un outsider valable, l'As Qualita Suprême, qui revient au mieux. L'hiver dernier, c'était bien. Le chrono, la dernière fois, c'était pas mal du tout. Voilà, je pense qu'elle peut pimenter les rapports. La 7e, on parle de Cornulier avec le prix Julio Monnier, course semi-classique, groupe 2, 9 au départ, bien évidemment Idéal Duchesne. Le numéro 9, on est sur 2175 mètres, mais elle a déçu en dernier lieu. Et Jean Balthazar, le numéro 6, Alexandre. Ouais, Idéal Duchesne, déçu la dernière fois. Bon, je pense que c'était pas mal. C'était un retour au remonté. On sait qu'elle adore ce parcours. Après, c'est une bonne base de jeu, à mon avis. Et après, il faut qu'elle se méfie du spécialiste de la distance, le 5 Fulton, qui est vraiment un lion sur ce tracé-là. Et le 4 Eros Zola, qui vient de trotter 9-3 au sulky. Attention, s'il rédite ce chrono-là, c'est sûr que ça peut être également un client. Donc je détacherai ces trois-là parce que Je m'envole sera ferré cette fois, ce qui n'empêche pas de prendre une place peut-être, mais pour moi la victoire, ça va jouer entre ces trois. La 8e, c'est le prix de Lectour, un prix de série pour des chevaux de 6, 7 et 8 ans. On est à l'attelé. Un cheval que vous connaissez bien, c'est Ijomoko, le numéro 2. C'est pas la meilleure chance de la course. Peut-être aller voir du côté de Jackman pour Nico Bazir. Ouais, mais j'aurai un partant dans la course. J'aurai Indy de Mai, un cheval le 7 là qu'on vient d'acheter. Un cheval que j'aime bien, qu'on allège cette fois devant. Ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours qu'on l'a récupéré, donc l'engagement sautait un peu aux yeux. Donc on va tenter le coup à Vincennes. Je serais pas surpris de le voir bien courir et d'accrocher une place. Maintenant, je pense que les chevaux du deuxième échelon sont un cran supérieur. Le 14 Joshua PJ, on sait que s'il est sage, c'est vraiment un cheval de grande place et de grand train, donc il peut faire un numéro. Le 13 Jagofort, il vient de trotter 12-8 sur le parcours, donc c'est une bonne base de jeu. Quant à Jackman, oui, il faut quand même qu'il rassure avant le coup. Donc moi je dirais 14-13 et pourquoi pas le mien pour surprendre le 7. La 9e, 12 partants, des mâles, ils sont âgés de 3 ans, c'est assez compliqué. Ouais, à mon avis, si le 4 Mambodra est au trot, il est un peu au-dessus. Voilà, ça fait 2 fois là qu'il se montre fautif, mais il a peut-être des circonstances atténuantes. Donc là, en classe pure, je pense que voilà, ce sera juste une question de sagesse pour lui. Allez, on va passer à dimanche tout de suite, à Vincennes, avec celle qui a été choisie comme support du Super Top 5. C'est le prix Thénard de Beaune qui réunit les meilleurs 5 ans du moment, avec à la clé pour le vainqueur un ticket pour le prix d'Amérique. Vainqueur qui pourrait être celui qui a enthousiasmé les observateurs de début de meeting. C'est le numéro 17, Fame and Glory. On est sur la distance de 2700 mètres. Ouais, c'est très ouvert dans la course, c'est vraiment très très ouverte. Quand j'ai fait le papier tout à l'heure, je me suis dit oula, dans le garde-écute, c'est vrai que c'est pas facile. Pour la victoire, oui, je me suis laissé tenter pour ce 17 Fame and Glory qui a quand même fait sensation. C'était une grande rentrée, alors on se méfie toujours de la fameuse deuxième course, on se dit des fois qui est moins bonne. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que pour les Suédois qui ont déjà fait une course, si vous voulez, de rentrer chez eux, c'est un peu différent. Donc voilà, ce 17 Fame and Glory, et si on se dit qu'il est monté par contre sur sa course de rentrée, ça va être un drôle de client. Après, on a quand même des bonnes chances françaises, notamment le 15 Keep Going, qui a été très bon dans le prix du Bourbonnais. Ça avait été le malheureux du prix de Bretagne. On a clairement dit que c'était l'objectif également, cette épreuve-là. Donc on n'est pas là juste pour jouer les figurants. Donc Keep Going, à mon avis, c'est une très bonne base de jeu.
Le Suédois, c'est fils de Tactical Landing. Exactement. On en a parlé cette année quand même. Epicronos, c'est intéressant à revoir parce que c'est des regrets aussi, c'était dans le Prix de Bretagne. Ouais, tout à fait, ce 12 Epicronos que j'avais pris en note ce jour-là. Après, on n'a pas remis des 4 cette fois. On a laissé un peu de confort devant. Il sera déféré des postérieurs, mais il va falloir le surveiller. Tout comme le 11 Immortal Doc, qui a fait un truc dans le Prix du Bourbonnais. Il est parti au galop, il a fait un très bon retour. Ce sera mon 3e Immortal Doc. On reprendra évidemment le 18 Cocktail du Dain quand même, qui a fait la faute la dernière fois, mais on sait que dans les grands jours, il répond souvent présent. J'aime bien le 6 Jazzman. On défère des 4 pieds pour la première fois. Le cheval est vraiment sur la montante. Le chrono était très bon. Donc, je pense que ça peut être un bon outsider. Donc le 12 Epicronos, on en a parlé, on le rachète également. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut citer le 14 Executive EK, qui quand même était 3e du prix Bold Eagle l'hiver dernier. C'était sur ce parcours. Il battait d'ailleurs beaucoup de chevaux qui retrouvent cette fois. Le 16 Crack Time Atou, qui a déçu dans le Bourbonnais. Maintenant, il sera déféré des 4 pieds, comme dans le Critérium des 5 ans. Donc on s'en méfie, même si quand même sa dernière prestation m'a un peu laissé sur ma faim. Et j'aurais pu parler du 10 King Opera, du 8 Canto Avis, des chevaux comme ça qui peuvent tout à fait faire l'arrivée. Donc n'hésitez pas à faire des champs réduits, prenez les bonnes bases, prenez certainement Keep Going en base, mais et après il faut mettre des chevaux. À mon avis, on peut avoir des surprises. La 7e, c'est un top 5 et c'est le Critérium Continental. 17 au départ avec un Lovino Bello qui a tiré le numéro 9. Autrement dit, on va avoir de très jolis rapports en jugé par la qualité du plateau, Alexandre. Mais c'est vrai que franchement, entre le ténor et le continental, on a vraiment des super courses qui sont très ouvertes et donc il va y avoir du spectacle. J'ai fait confiance au 7 Lisa Josselin. On retente le déferrage des 4 pieds. Ça s'était mal passé dans le critérium, mais bon, c'était pas de sa faute. Elle avait été rapidement gênée. Donc Lisa Josselin peut à nouveau, pourquoi pas, mater les mâles. Moi, je vais racheter mon chouchou Laszlo Bokjiel. Enfin, le racheter, non. Il répond présent. Il avait d'ailleurs été très bon sur ce parcours dans le prix Ephraim-Well. Il peut tout à fait gagner cette course-là. C'est vrai que parmi les favoris, il y en a 2 qui n'ont pas été forcément bien gâtés au tirage au sort. Donc, il y a le 8 Frank Joe, qui manquait certainement d'un parcours la dernière fois, et le 9 Lovino Bello, qui va devoir composer avec ce numéro 9. Donc, voilà, ça a peut-être réduit un peu leur chance, mais ça reste 2 super chevaux. J'ai beaucoup aimé le 15 Phantom Express la dernière fois pour ses débuts en France, qui a vraiment très très bien fini. Il va falloir négocier la position en seconde ligne et un cheval qui à chaque fois que je le vois en piste, je me dis ce cheval-là il dégage vraiment quelque chose, c'est le 2 First of Mine. Donc voilà, je m'en méfie, même s'il n'est pas totalement déféré cette fois. Je pense que c'est quand même un top cheval également. À ce sujet-là, on peut peut-être réfléchir au fait de mettre le samedi le Critérium ou le Ténor de Beaune et le dimanche le Critérium ou le Ténor de Beaune, de manière à avoir 2 super top 5 dans le week-end. On ne serait pas obligé. Que là, en plus, on avait des partants, on avait des courses qui sont ouvertes et intéressantes. Donc la question, en effet, là, pouvait vraiment se poser. Mais on se la pose tous les ans et tous les ans, on revient avec ces mêmes décisions absurdes. On va en reparler, on en a parlé déjà dans les actualités. On va retourner à la test le 26 juillet, parce que c'est politique, on me dit. Mais non, malheureusement, les courses, c'est pas politique, c'est économique. Donc là, je veux dire, c'est gâcher le chiffre d'affaires gratuitement que de ne pas dispatcher ces 2 courses entre le samedi et le dimanche. Allez, on va égrener cette réunion avec le prix de Gambé. C'est la première. Gambé, 2 allées, 1 retour. Ça vous inspire, Alexandre ? Pas trop, non. Pas 2 trop. allées, 1 retour, parce que Gambé, c'est la ville. C'est le village où était installé Henri Landru. Voilà. Et quand il partait avec une de ses maîtresses, il prenait 2 allées et il prenait 1 retour, puisque généralement, il a brûlé dans sa chaudière. Pour une fois, tu m'as pas demandé à moi. Bah non, mais je sais que vous ne savez pas. Donc voilà, les 2 Gambé, c'est dans les Yvelines. Gambé, 2 allées, 1 retour. Et là, pour le coup, ce sont des juments, elles sont âgées de 4 ans et elles sont 10 au départ. C'est compliqué. Oui, pas simple cette course-là. Le 8, la Valoise Girl, qui est allégé devant pour la première fois sous la selle, qui peut remettre les pendules à l'heure. J'aime bien Outsider, c'est le 10 à Luna Park. Quand vous regardez sa musique, vous prenez peur, mais je pense que c'est vraiment une bonne jument. C'est la première fois qu'elle est déchaussée aux montées. Donc ne la négligez pas. Et j'ai bien aimé les débuts au trot monté de Las Lily de Larry en dernier lieu,
ne sera pas dérangée, à mon avis, par le rallongement de la distance. Alors, Luna Park, elle vient de débuter au Tremontel, elle a été disqualifiée. On était avec Ici Paris en bordure de piste pour les voir sortir. C'était le tuyau de l'hippodrome. Une origine de fou pour cette Luna Park, mais ça s'est mal passé. On peut éventuellement la racheter, vous avez raison. L'engagement, en tout cas, est de premier ordre. La deuxième, c'est le Prix de Tarbes, une course, c'est pas une européenne. On a au départ des mâles âgés de 4 ans n'ayant pas gagné 49 000 €. Ils sont nombreux et c'est pas facile. Non, c'est pas simple. J'ai quand même fait confiance au 7 Lord de Brion qui a trotté 11-6 sur le parcours l'avant-dernière fois. Je pense que ça peut suffire pour s'imposer cette fois. Le 13 de Rêve de Chaos qui marche sur l'eau et qui peut revenir de la seconde ligne. Comme outsider, j'aime bien le 8, l'Amiral Darling sur la montante, et le 2, Lion des Îles, qui a fait une course de rentrée, qui avait déjà bien couru sur ce parcours également. Allez, la troisième, c'est une course autre montée, 10 au départ, des 6 ans. On confiance peut-être à José Lito du Vivier qui tente la passe de 3. José Lito du Vivier, qui revient quand même corde à gauche. Alors, il vient de gagner plaisamment 2 fois en province, c'était corde à droite. Vincennes, il a déjà fait. Après, on sait que c'est un cheval toujours compliqué. Je lui ai timidement préféré le 7 Jupiter de Corta, qui n'aura plus Jacaranda à battre cette fois. C'est quand même un sérieux rival en moins. Et j'aime beaucoup le 4 Jos MF, qui pour moi a quand même plus de marge au trot monté qu'au trot attelé, et qui pourrait tout à fait s'accrocher au basque des 2 favoris. La cinquième, c'est le Prix de Lens, une course européenne. Des 5 ans, des mâles, avec Napoli associé à Anna Huygens, qui a participé à l'émission spéciale Belgique de Radio Balance il y a 2 ou 3 mois de cela. Oui, Anna Huygens qui est toujours aussi efficace. J'ai pas fait confiance à Anna Huygens. Par contre, j'ai fait confiance en 11 Keops Turgot, qui n'avait trouvé que Kenyan Blues pour le devancer dernièrement. On a vu que la ligne était bonne. Son rival a répété depuis une victoire et une 3e place à un niveau supérieur. Le 5 Classic Dream qui vient quant à lui de signer sa première victoire au trot monté, c'était quand même dans un très bon chrono, 11-3 sur 2100. Je me méfie du 8 Enaos, confié à Mathieu Mottier, qui peut faire fort pour ses débuts dans la spécialité. Le Disco à la attention, on lui enlève les 4 fers cette fois, c'est une première au trot monté. La 6e, c'est le Prix de Morga. Morga, Samy Waza, ça vous inspire quelque chose ? Non. Moi non plus. Allez, on y va avec 11 partants. On a Jocelyne, des juments de 6 et 7-8 ans. Jocelyne, c'est la plus riche. Attention, pourquoi pas à... j'avais vu quoi dans cette course-là Moi, j'aime beaucoup le 10. Justice. Oui, Justice, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Ce sera ma préférée devant Jocelyne. Elle a été très peu déférée des 4 pieds dans sa carrière. La dernière fois, elle a connu des problèmes de trafic. Elle a vraiment fini très très fort. Je pense qu'elle aurait pu tout à fait s'imposer. Déférer des 4 pieds. J'ai l'impression que cette jument-là, elle va encore faire de très belles choses au cours des prochains mois. Le 11 Jocelyne, elle est vraiment irréprochable. Et le 7, un jeune orange coton qui est bien engagé et qui va certainement pas les attendre au premier poteau. La 8e, c'est une course pour des cas, des mâles. 16 au départ, la bouteille à l'encre. On a 2 rouges, le numéro 9 Kingstead du bout des lèvres et le numéro 14. Ça va vous plaire, Samy, Cannabis Geloka. Celle-là, c'est pareil. Je pense que c'est très, très ouvert. J'ai quand même donné ma confiance au 5 Cartofort qui s'est envolé pour sa première sortie allégée de l'année à Mokanchi. David Thomas qui aurait pu driver le cheval de l'écurie qui finalement drive celui-là. Donc le 14 Cannabis Geloka qui aligne les bonnes prestations depuis son acquisition réclamée. Et le 9 Kingstead qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois en 2025 et qui peut se rappeler à notre bon souvenir, mais celle-là il faut ouvrir un peu les jeux parce que ça va payer, je pense. Il a des coups pris, le numéro 7 sera sans doute favorite de la 9e et dernière, c'est l'entraînement de Laurent Abrivard, la drive de son fils Alexandre. Ouais, l'écurie qui revient vraiment bien, l'écurie Abrivard, donc le 7000 a découpé, elle a couru 2 fois à Vincennes, 2 fois elle a gagné, donc elle peut franchir un nouveau cap et je lui oppose le 3 Macanamonnerie, c'était beaucoup mieux la dernière fois en attendant, donc je pense que c'est également une bonne pouliche. 7 et 3, mais c'est pareil, ça reste assez ouvert. Je vous laisse la main, Alexandre, avec la réunion 5 de samedi à Cagnes-sur-Mer. Allez, Cagnes samedi, la première. J'aime beaucoup le 5 Japaroflir, déféré des 4 pieds cette fois sur la vitesse avec Beka. Il peut remettre les pendules à l'heure, tout comme là, Saint-Joconde Turgot qui est très, très malchanceuse la dernière fois sur les pendules de Vincennes. Dans la deuxième course, une course de vieux, le 11 Amigo qui a 2 parcours dans les jambes, on effectue le déplacement avec des ambitions sur la Côte d'Azur.
Le 15 Hajime, qui est bien engagé, qui est en grande forme. Le 6 Guess Futo, qui a quand même des titres à faire valoir. Et pour surprendre, 2 outsiders, le 14 Galopin des Champs et le 4 Fuchsia du Rib. Dans la troisième course, le 14 Cadeau Surprise qu'il faut racheter. Le 8 Kermesse d'Urzy. Je pense vraiment que c'est un très bon cheval qui manquait d'un parcours la dernière fois. Et le 12 Conrad de Corday qui retrouve Théo Briand avec qui il s'entend à merveille. On a une super course avec Hino du Lupin dans la quatrième. Hino du Lupin, c'est le numéro 11. Il rend la distance, c'est vrai, mais au papier, c'est difficile d'aller contre lui, évidemment. Le 3 Global Agreement qui a plus de références sur la vitesse, mais devant, il peut vraiment faire un numéro également. Dans la cinquième course, le 10 Lyrico Bello, qui a juste été battu par l'As des Bois à Laval. Chrono excellent en 12-7. Son plus sérieux rival, à mon avis, ce sera le 7 Lastman qui sera beaucoup mieux, piste plate. La sixième réservée à des jeunes. Le 10 Monsieur As qui sera le seul à rendre la distance, mais il a quand même montré, c'est lui qui a montré le plus de choses, donc pourquoi pas, mais c'est pas fait d'avance. Le 6 Maître Doubet qui a très bien couru dans la finale régionale à Vincennes. Et attention, 4 Massa, il y a un très bon élément qui va monter de catégorie avec bonheur prochainement. Dans la septième course, le 5 Lazinski, qui vient de renouer facilement avec la victoire à Vivo, alors que Vivo, à mon avis, c'est pas trop fait pour lui. Le 13 l'Artiste Zen qui a des titres à faire valoir. Et si vous voulez une petite info, le 4 Calliope du Canet qui a bien travaillé cette semaine au tronc monté, qui peut étonner à Bellecote. Quant à la huitième course, j'avais passé. Est-ce que vous avez passé Pontchâteau également dimanche? Pontchâteau, j'ai noté 3 chevaux dans la réunion. J'ai noté le 611 Jingle Dello qui a trouvé son jockey avec Jean-Yann Ricard et qui peut rattraper le temps perdu sous la selle. Le 511 L'Art du Solier qui n'a pas manqué sa rentrée à Reims et qui sera pieds nus cette fois. Et le 712 Joker du Choquel qui a vraiment fait une drôle de fin de course à Nantes et qui peut pourquoi pas poursuivre sur sa lancée. Eh ben voilà qui est dit, l'actualité de l'écurie maintenant la vôtre, Alexandre de Koopman. Et j'ai hâte de voir quand même demain Indy de Mai ce qu'on va être capable de faire à Vincennes dans ce lot-là pour prendre une place. Et la prochaine cartouche sera vendredi à Vincennes, Keepsake Mossa qui vient d'être deuxième et qui peut pourquoi pas prendre encore une belle place si ce n'est mieux. Donc on va essayer de terminer l'année avec ces chevaux-là et en plus à Vincennes, donc c'est plutôt sympa. Merci Alexandre. Ce passage dans Radio Balance, on va retrouver maintenant Gilles Barbarin et Samy pour parler du plat avec pas grand chose de plat, voilà. Ouais, mais il y a quand même un super top 5 à Deauville lundi quand même. On va quand même prendre de l'avance. Commencez pas à fignoler sur ce qu'il y a à faire. Merci Alexandre. Allez, à plus. Ciao. Au revoir. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Retour du Japon, de son périple d'Asie. Il y a très peu de plats, Gilles, ce week-end. Il y a 3 courses à Pau. Nous avons parlé de l'obstacle avec Thomas Borin. Vous allez voir la rubrique des pronos d'obstacles. À Pau, il y a la cinquième qui est un handicap pour des 3 ans et plus sur 2000 mètres, Gilles. Et c'est la première épreuve, il me semble, peut-être la cinquième. Oui, la cinquième. Alors, c'est pas des courses faciles. Pau, alors dans cette épreuve, j'ai bien aimé Louiski, le numéro 4. Le 4, qui n'a pas été très chanceux l'autre jour. Là, le seul problème, si tant est que c'est un problème, mais c'est le cas pour pas mal de concurrents de la course, c'était que c'est sur une distance de 1600 mètres l'autre jour. Là, il est rallongé, 2000. Donc, il a, à mon avis, une bonne chance. Après, il y a Manon Scandella-Caille qui fait le déplacement du sud-est avec le 6 Best cela. Et puis après, il y a aussi des spécialistes du coin, genre là, Valina, le 2, Nuit d'Aliénor. Voilà. Charles Gourdin privilégie toujours courir sur ses terres. C'est une chance, tout comme peut-être, je disais donc là, Valina. Et il y a un autre Gavilan, c'est le 9 Hurlevent, mais c'est pas la même Madame Gavilan. Moi, pour ajouter un outsider, il y a le 13 Grid Pearl qui vient de courir 2 fois, c'était alors à Bordeaux, retour à Pau, et qui avait fait une perf incroyable à Pau, c'était l'année dernière, deuxième place. Donc, oui, qui a assez peu couru en fait dans sa vie.
Et là, effectivement, sa deuxième place était derrière Angel Charlie. Angel Charlie, on l'a vu l'autre jour, très bien courir à Pau derrière El Torero et Jubilé. Et c'est vrai que Grille de Perle, pourquoi pas. Il a couru combien de fois là, depuis sa deuxième place. Après, il a fait une rentrée 5 mois après à Dax au moyen. Il a recouru à Bordeaux 2 fois. Et non, c'est fort possible. Il est encore tout neuf, ce Grille Perle. Ça, c'est la 5e. Il y a la 8e également, ce même handicap sur 2000 mètres toujours, Gilles. Oui. Alors, Damien Arthus fait le déplacement avec là ce Polo Baby, qui est toujours à la recherche d'un succès. Les 4 dernières sorties, c'est 4 Excessite. Donc, why not? Ma chérie Amour, le 14, vient de bien courir. Et là aussi, il y a aussi le 4 Ariasa. Puis il doit y en avoir sans doute beaucoup d'autres. À noter que Richmond, le 13, a été distancé de sa 4e place. C'est suite à l'affaire Gaël Lemaire. Mais qui reste sur une bonne sortie, donc le 4 décembre à Pau, sur 1600 mètres, là aussi. Concurrent qui va évaluer donc sur 2000 mètres. Mais ce sont des courses, des handicaps, par définition, c'est très ouvert, mais là particulièrement. Puis en plus, c'est vrai que je ne suis pas quand même un grand spécialiste de Pau. Il y a le 14, ma chérie d'amour, tu l'as mentionné. Oui, je fais partie de chance. La 9e, c'est la dernière course des 3 courses de plat à Pau. C'est une course toujours sur 2000 mètres, c'est la 2e épreuve. Là, je ferai confiance au 15 Super Cute qui vient de triompher. C'était le 22 novembre à Pornichet dans un handicap. Bon, Pornichet, c'est un peu spécial aussi, mais c'était une réhabilitation. Bon, c'est un doublé de handicap. Il y a le 16 Royal Étincelle qui fait toutes ses courses, qui reste sur une 2e place. Alors, devant Polo Baby, devant Pardenid. Ça fait partie des chances. Il y a le 10 Garmi. Et puis, il y en a sans doute beaucoup d'autres. Voilà pour Pau samedi. Il y a une réunion à Marseille-Vivo. C'est dimanche. Dimanche, 8 courses au programme dans une semi-nocturne. Avec la première, c'est le handicap de Marseille pour France Gallo. Voilà, ça marche. Handicap divisé pour des 80 et plus sur 1500 mètres, Gilles. Oui, il y a la première épreuve, ils sont 11 et la deuxième, ils sont 10. Alors, excusez-moi, mais dimanche, seule réunion au galop, une semi-nocturne à Marseille-Vivo. Là, c'est pas un week-end galop en général. Non, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est tristesse. Donc, bon, timidement, j'ai mis le 2 Expertise et le 6 Super Tie Break. Voilà. Parce qu'il y a le 9 tout élusive aussi qui reste sur un succès, mais je crois qu'il y a la hérité du 10 sur 11 dans les stades de départ. Il va falloir que ça se passe très bien. C'est ça. Ouais. Après, là, le profil d'attendre et de finir à chaque fois. J'avais été long story short, le numéro 4 vient de courir 2 fois. C'était mon 4e, ouais. Et White Shop adore le parcours, le numéro 3, qui peut aller devant. Voilà. Et si tu n'as pas de Don de lessive, il y a Don Falco qui est mieux placé au poids, qui était juste derrière la dernière fois, le numéro 11. La deuxième, c'est encore ce handicap divisé, il me semble, oui. Est-ce que Cervaro, là, c'est ton favori? Je n'ai pas mis en tête, j'ai mis le 6 Bosquet. D'accord. Mais bon, Cervaro, je l'ai mis 2e. Et puis j'ai aussi parfois le 3 Capesa est capable de bien faire. Oui, voilà. Derrière, il y a deux. Il y a Kota Hero, le 4 qui fait bien. Lou Précieuse peut-être à reprendre avec Hugo Boutin cette fois-ci, qui était parti devant la dernière fois, qui a peut-être refait la dernière fois. La 3e, c'est un Méden sur 2000 mètres pour des 2 ans, Gilles. Oui, Poulain Pouliche, alors comme ça semble pas un grand lot. Le 6 Burn va être grande favorite. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle fait toutes ses courses, elle a du métier. C'est aussi la meilleure valeur du lot. Logiquement, elle devrait prendre le pas sur tous ceux qui ont couru. Parmi ceux qui ont couru, je ferai peut-être confiance aux 4 modèles absolus. La ligne, c'était aujourd'hui à Chantilly, non? Maria Pauline. Oui, elle court pas mal, mieux que je pensais d'ailleurs. Voilà, mais non, elle court bien. Puis il faut voir ce que valent les débutants. Il y a le 11, la Grande Joa, et le 12, la Calas. Voilà. Le 11 a déjà débuté, apparemment 7e. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai qu'il a débuté 7e, la Grande Joa.
Elle a débuté à Saint-Lô-de-Provence. Ouais. Bah, je la reprendrai. Et le 12 La Calas, qui est inédit pour l'entraînement de Patrice Cotier. Ouais. La quatrième, c'est un réclamé pour des 4 ans et plus sur 2000 mètres, Gilles. Bah, j'aime bien le 6 Sweep Away, l'entraînement de Mathieu Peter. Sweep Away qui avait, de mémoire, qui avait été réclamé quand il avait couru à Évreux, je crois. Et... Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis derrière, après, je ne connais pas la jeune fille qui monte le 3 blanc-bleu. Oui. Ça, je ne connais pas. Je ferai donc plutôt confiance derrière le 6 Sweep Away au 7 Indian Pacific. Je ne sais pas, on m'avait dit que l'autre jour, la fois d'avant, il avait été malchanceux. Enfin, je sais peut-être. Mais enfin, là... On a vu l'autre jour aussi. Ouais. Mais ouais, c'est... Pas, ouais. Voilà, disons que ce sont mes deux. Après, il y a... Peut-être là, c'est Dorianello encore, la maison Gouvazé. Hein. Je sais pas. Ouais. Mais enfin, je suis plus Sweep Away et je suis plus 6 et 7. Ouais. Et Lucero, le 2, alors qu'il avait débuté en France 4e à Vivo, qui a ensuite couru avec beaucoup de poids à Lyon-la-Soie. Et ils redescendent en distance, il me semble, cette fois-ci. Oui, là, le jour, c'était 2004. Ouais. Et là, c'est 2000. Ouais. La cinquième, c'était sur 2600 mètres pour des 4 ans et plus, Gilles. Bah, là aussi, s'entrebattent. Je dirais que celle qui est peut-être offre le plus de garantie, c'est le 6 à la Bicette. Mais après, il y a aussi ce duo du tableau. Hein. Là, Sir Garsing, le 2 Kingory, le 3 Detchingis Heights. Voilà. Après, Pop Life, elle en fait une de temps en temps. Elle n'en fait pas souvent. Mais et puis, alors, les Foresi, ça peut demander à Dominique Cordier. Hein. Oui. Moi, je suis pas... Je parle pas trop le Lagoon Shop et le 8. Mais bon, je suis plus 6 à la Bicette et les 3 duos, 1, 2, 3, Sir Garsing, le 2 Kingory, le 3 Detchingis Heights. Mais là encore, je rembourse pas. La sixième, c'est un réclamé pour des 3 ans et plus sur 1500 mètres. Oui, là, on va reprendre la ligne de National Service qui est quand même tombé bien bas. Pas capable de gagner l'autre jour. Alors celui qui était 3e, aujourd'hui avait une première chance et d'ailleurs il a gagné, c'est Basco Bernet, l'entraînement de Guillermo Arescoreta et les Agui. Donc National Service a, je crois, un avantage au poids pour battre le 2 Lunanera, pour prendre sa revanche. Ouais. Et puis en 3e, le 4 Mike Black Lady qui vient d'être réclamé par Stéphane Gouvazé. Voilà, qui a terminé 2e le jour de Bacure. C'était à Deauville dans un réclamé sur 1500 mètres. Ça doit suffire pour être à l'arrivée de cette course-là. Ouais. Oui, je suis d'accord pour ta ligne des 2 premiers. Ouais. Et il y a alors Smile for Me, numéro 6, avait très bien couru la fois d'avant. Ouais. La dernière fois, pas du tout le même... oui. Pour moi, c'était une pouliche de terrain lourd. Donc j'avais été surprise qu'elle court bien à Vivo d'ailleurs. Elle avait bien couru d'ailleurs. Oui, elle est venue finir derrière It Touch Me. Qui a répété derrière, dans sa même course, elle a mal couru. Justement, c'est Smile for Me. 51,5 de même avec Coralie Paco. La 7e, c'est encore un réclamé pour les 3 ans et plus, sur 2600 mètres cette fois-ci, Gilles. Ça devrait être un match entre les deux escudaires. Là, ce Goway qui va rendre 4 kilos de Luman. Luman, il n'a pas couru depuis le 20 octobre. Mais bon, si c'est le bon Luman, il va être sur 1 ou 2. Hein. Oui, je dirais Goway, là, c'est Luman le 2, si vous voulez faire des jeux, des top 4 ordres ou quoi. Je partirais bien de ces deux-là, premier, deuxième, premier. Et premier, deuxième, premier, troisième, premier. Voilà, en gros. Hein. C'est vrai qu'on se demande comment ça peut... Je sais que les courses, tout peut arriver dans les courses, mais bon. Ouais. Oui. La 8e et la dernière. Alors, il y a un nouveau venu dans les chevaux du sud-est. C'est Aventino, le numéro 1, qui est maintenant chez l'entraînement de Christophe Escuder, associé à Manon Germain. Oui, là, je raisonne un peu comme turfiste. Je dirais, pour moi, ça va être prise de température. Et en fonction de sa course, je vais en tenir compte pour Cagnes-sur-Mer. Le meeting qui va commencer le 12 janvier. Aventino, je ne vois pas l'intérêt de gagner un handicap comme ça. Il est déjà en 35,5. S'il gagne là, qu'il prend 2,5 ou 3, il va être en... Ouais, il est en 37 parce qu'il y a la décharge, excuse-moi. Ah oui. Mais prendre 3 kilos pour gagner un petit handicap de 9000,
Je suis pas sûr que ça soit... Bon, après, c'est moi qui vois ça. Je vois peut-être un peu de vice. C'est pour ça que je vais lui préférer. Mais je pense qu'il va venir terminer. Je préfère le 6 Nouvelle Trixia. Et qui vient bien courir 2 fois sur... moi, exactement. 2 3e place. Et puis, je prendrai le 5 du Bala. Limite inconnu, qui vient de triompher. Voilà, mais je suis Aventino, oui, mais pas pour gagner. Ouais. Enfin, pour moi. Il y a le 4 Noces du Rubis, s'il faut aller contre Aventino, qui avait bien gagné à Vivo une fois et qui vient de bien courir à Chantilly, une 5e place dans un bon lot. Je l'ai mis 4e, ouais. Voilà. Et puis j'ai mis derrière Almaromis pour compléter. Voilà pour la dernière course de Vivo, c'est dimanche. Il y a un quintet, un super top 5 à Deauville, c'est lundi, ça sera la première course du programme sur 2500 mètres. Sapico le numéro 1 vient de gagner très facilement, rallongé cette fois-ci il me semble. Oui, Stéphane Wetzel avait le choix entre courir la liste du lendemain, du 23, le Pré-Arkang. Il a choisi de courir à Sapico là-dedans. Parce il a Célestial et un Jatière également mardi il me semble, non, dans la même course. Oui, mais moi je parlais de... Ah oui, c'est dans la... Peut-être c'est pour ça qu'il ne veut pas les associer les trois. Dans la liste de mardi, c'est ça ? Non, dans le quintet de... non, mais moi je parlais, elle était dans la listed de mardi. Ah, dans la listed, pardon. Oui, dans la listed. D'accord, très bien, excuse-moi. Je pense que Barbaté, s'il a envie, le 5, il peut aussi. Il y a Alain Cotier aussi, en bas de tableau. Oui, tout à fait. Les deux, là, Caléo César et Caléo Palace, là, ça doit faire partie des chances. Et puis... Et puis, je sais pas, peut-être racheter Tiger Rock, le 6. Voilà. Qui a été un peu décevant l'autre jour. Mais voilà. Mais je suis plus à Zapico, Barbaté et les 14 Caléo Palace. Ouais. Je suis d'accord. Il y a également une listed dans la réunion. Et j'ai vu que mardi, dans la listed, il y a Westpin Blows qui est peut-être là. Alors, j'ai pas les partants, moi, définitifs. Qui a fait non partant à Kempton, c'était mercredi dernier. Oui, le pensionnaire de Simon et Chris Ford. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui a couru des groupes 1, je crois. Oui, à l'arrivée de groupe 1. Oui. C'est dans la course où il y avait Sapico. Alors, je vais regarder tout de suite, savoir si a été déclaré partant. Mais les définitifs, c'est samedi matin. Donc, hop, on fait ça. Situation course. Attention. On va regarder le 23, le Pré-Arkang. Roulement de tambour. Et toc, c'est la 3e course, ils sont 9. Donc, il est déclaré partant. Donc, logiquement, il ne devrait pas taper loin. Après, je n'ai pas fait le papier de la course, il y a Croquis dans le bas du tableau qui effectue là une rentrée. Croquis qui a couru 4 fois et qui n'a pas couru depuis le 21 mai. Et puis, Foxtrot Zulu, il a refusé l'engagement de la veille pour courir ça. Cliff Beret, il aurait pu courir aussi le top 5 hors du lundi, il court ça le mardi. Et je n'ai pas regardé ce que valait Si Just in Time de David O'Meara. Voilà. Et moi, j'ai 2 partants ce jour-là. Et les 2 ont été du 16 dans les stades de départ. Donc... disons que si ça se passe bien, je pense que Roccoliti a une bonne chance. Voilà. Très bien, merci Gilles pour les pronos du plat. De suite, nous allons rejoindre donc Thomas Borin pour les pronos de l'obstacle. Il y a très peu d'obstacles à Pau et c'est samedi. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Allez, l'obstacle, c'est avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy. Et Thomas, bravo pour le week-end dernier, des victoires avec ça à Pau, à Cannes-sur-Mer, c'est bien passé ? Ouais, on a fait un super week-end là, donc une super semaine, j'ai envie de dire. Oui. Et super content. On a fait une bonne journée le dimanche. Mardi à Pau aussi, on a pris des bonnes places. Pas gagné de course, mais on a pris des bonnes places. Puis mardi à Cagnes, on a refait un gagnant. Lundi, c'était mercredi. J'ai gagné avec Just Gigolo. Le lundi avec Château-Labarre. Donc un bon début de semaine. Donc j'espère qu'on va bien conclure. Ouais. Et le week-end à Pau, c'était Callisto, non, le Pelletier. Exactement, avec Callisto. Et puis j'ai gagné aussi avec... j'en ai gagné 2, je crois.
peut-être. T'avais fait des bons débuts également avec un. Si, j'ai gagné avec. J'ai gagné dans les DIR. En tout cas, voilà. Enfin bref, on a fait un bon dimanche et un bon début de semaine, donc voilà, j'espère qu'on va finir la semaine en beauté. La forme est là en tout cas. Ça continue. Très peu d'obstacles ce week-end. Il y a Pau, mais il n'y a qu'une réunion à Pau. Et ensuite, il n'y a rien jusqu'à mercredi prochain. La première, c'est le prix de bureau. C'est un steeple sur 3900 mètres pour des 4 et 5 ans des anglo-arabes. Que vois-tu, Thomas? J'aime beaucoup l'As Forest du Péco. C'est un cheval de qualité. Alors, il porte du poids, certes, mais je pense qu'il reste quand même compétitif. Voilà, ça sera un peu mon préféré malgré le poids. Derrière, je vois bien le 6, Cherkara, associé à Clément. Clément qui est en très grosse forme en ce moment. Voilà, qui truste les victoires. Et voilà, s'il est associé à ce cheval-là, je pense que c'est pas anodin. Donc voilà, j'étais parti sur As6 et je rajouterai le 3, Loki de la Bruni. Et attention peut-être aux 2, Dreamon Pompadour, qui avait déjà entrevu des bonnes choses quand même voilà, dans des lots similaires. Donc voilà. Mais dans l'idée, j'étais parti sur A6-3. Je suis d'accord avec toi. Et pour s'il veut jouer en top 14, il y a le 4 à pas enlever, qui court à peu près tous entre eux, avec Loki de la Bruni, Forest Pécosse et Chivat de Candale. La deuxième. La deuxième, c'est un cross-country sur 4100 mètres pour des 5 ans. Et l'une de tes deux mondes de la journée, c'est ici avec la Liberté Sacha, le numéro 7. Liberté Sacha, je l'aime beaucoup. C'est une jument qui s'y prend très bien. L'autre jour à Wargame, on est troisième. On l'a gardé pour Pau. Voilà, j'avais parlé à Jérôme parce qu'on passe la banquette, vous savez, à Wargame, et elle le passait vraiment super bien. Elle était vraiment douée pour ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Jérôme de voir si on pouvait peut-être la descendre à Pau. Je pense qu'elle avait vraiment le profil et la jument, voilà, s'y prend vraiment très bien. On a pris notre temps pour bien la mécaniser tout l'automne et on l'a gardé vraiment pour le meeting. Donc voilà, on débute en cross, on a moins de métier que les autres, mais ça sera une jument à suivre en tout cas dans le meeting. C'est une jument que j'aime bien. Maintenant, la jument est très bien aussi au niveau conditions, donc malgré qu'elle débute en cross, je pense qu'elle est quand même compétitive. Elle aura contre elle, voilà, de vraiment découvrir le parcours comparé à certains, donc ce qui peut être un désavantage, mais voilà, je pense que dans des combinaisons élargies, je pense qu'on peut la prendre. Moi là-dedans, j'aime beaucoup l'As Feuille Verte, qui commence à avoir un petit peu de métier en cross et qui avait quand même gagné en steeple l'année dernière à Pau quand elle était chez Monsieur Bressou. Donc je pense qu'en niveau qualité, c'est une très bonne chance. Et le 8, Canel Collonges, que j'aime beaucoup, moi, avec qui que je montais beaucoup l'année dernière, qui fait super bien Pau, qui est super bien mécanisé. Pareil, elle a été gardée pour ce meeting-là. Voilà, c'est la jument que j'aime beaucoup, donc j'étais parti sur As 8 7 et je rajouterais peut-être le 6 Cadorbe. L'autre jour il s'est retrouvé très loin, mais il a fait quand même une belle fin de course. J'ai hâte de le voir sur le cross. Je pense que le cross ça peut lui redonner un petit peu de morale, donc attention quand même à ce vol là. Que dire du numéro 9 Crystal Player? T'es tombé avec la dernière fois, c'est la semaine dernière peut-être, comme je disais l'autre jour, c'est une jument que j'aime beaucoup, qui saute vraiment très bien. L'autre jour on allait vraiment trop vite pour revenir sur la banquette, on est tombé à 3. Voilà, elle a manqué un peu de métier, elle m'a fait une faute un petit peu par manque d'expérience. Maintenant elle a ressauté entre deux, c'est pour ça qu'elle recourt ici, mais ça sera une jument à suivre plus pour je pense qu'il faut la regarder courir pour ce coup-ci parce qu'elle va avoir besoin de débuter, mais ce sera une jument à suivre après, à suivre durant le meeting. Très bien. Et moi j'aime beaucoup le 3 Caïd de Fréquence qui faisait bien Pau alors en steeple, là qui a découvert le cross de Pau, mais avec la décharge de Titouan Sportly 4 kg quand même, c'est quand même quelque chose. Ouais, ça le met en valeur et ça le met compétitif, ouais, je suis assez d'accord. La troisième, c'est un réclamé pour des 3 ans sur les. Et là, alors là, il y a 4 serreurs tout en bas de tableau. Ouais. Là, il recherche d'être premier au classement des gains. Donc là, on envoie tout le monde là, du côté de Michael Serror. Ouais, il met toutes les cartouches. Ouais. Ouais, que dire dans un petit réclamé de 3 ans? C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire un choix. Moi, j'avoue, c'est pas facile. Je prendrais peut-être le 2, là, l'élève d'Erwan Graal qui vient de gagner à Fontainebleau, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, qui gagnait assez facilement, qui avait fait un truc. Voilà, dans un lot comme ça, sur sa forme, je pense qu'il peut rééditer.
pourquoi pas le 4, My Favorite Mix, qui est habitué à ce style d'épreuve et qui fait tout le temps l'arrivée. Donc logiquement, c'est une bonne chance. Donc voilà, j'étais parti sur le 2 et le 4. Et après, dans ce qui concerne les serreurs, moi je reprendrais peut-être le 9. Blue Ellie et le 10 Patagomique, elle a monté des petits trucs sympas quand elle est tombée à Auteuil. Je sais qu'ils l'ont défendu. Après derrière elle a pas répété, ils leur foutent à réclamer, mais pareil la montre de Clément qui est en bonne forme, qui cherche à avoir sa cravache aussi, donc voilà, moi j'étais parti sur 2, 4 et je rajouterais 9, 10 dans la team Serreur. Ouais, Clément Lefebvre, c'est vrai qu'avoir raté autant de courses cette année et de retour, il a presque toujours 90 victoires. C'est quand même impressionnant. Ouais, il fait une super fin de saison et bien mérite à lui parce qu'il se donne les moyens et voilà, ça paye. La quatrième, c'est un steeple, une classe 1 pour des 3 ans. Et dans le match, le duel entre Michael Serreur, il y a François Nicole. Et François Nicole, alors il a beaucoup moins de partants, mais il en a un dans cette course-là, c'est le numéro 4 Diamant Dureux. Est-ce qu'il a une chance de marquer des points, on va dire, François? C'est un cheval qui a gagné l'autre jour, il m'a un peu déçu, quoi. Il a été arrêté de bonne heure à Auteuil. À Auteuil. Maintenant, bon voilà, à Pau, là, ça sera différent. C'est pas le même lot, c'est pas le même profil de course. Il a battu Nador, ce cheval. Ouais, il avait quand même montré des trucs, mais l'autre jour, alors je crois que c'était dans le Congrès qu'il a arrêté. Oui, c'était avec la course. Non, c'était le Cargal, prix Cargal. Je m'en remets sur c'était dans le Cargal. Ouais, oui, il y avait Duc de Roche, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il a arrêté après la rivière du 8, il a été battu assez de bonne heure. Voilà, faut le revoir. Après, peut-être que Pau, c'est quand même différent d'Auteuil, peut-être que ça peut lui convenir. On peut pas trop le rayer non plus, mais j'en ferai pas mon favori, personnellement. Moi, j'ai plus confiance en choix de. Moi, je reprendrais le 8 Saint-Génie. Moi, qui m'avait beaucoup plu. Et là, il va débuter en steep, mais en termes de qualité, moi, je le préfère. Et j'aime beaucoup aussi le 2, Elsinjo, qui fait toutes ses courses, qui est assez régulier et qui a du métier en steep. Mais je suis d'accord avec Saint-Génie, le 8, il s'est arrêté la dernière fois, mais il n'a pas fait sa course tout simplement. Et les fois d'avant, c'était bien. Ouais. Moi, j'étais parti sur 8-2 de base. Et voilà, après derrière, bien sûr, je rajouterai le 4 Diamant Dureux, on peut pas l'enlever non plus. Et attention, il y a un cheval que j'aime beaucoup, moi, que je vois travailler le matin, c'est le 5, Mon Gazon. Pareil, associé à Clément. Il a été estimé, il a débuté dans le Will Monarch. Bon, il est 8e parce que le cheval était un peu tardif. Et l'autre jour, il a débuté en steeple à Auteuil, mais dans une course avec Nador où ça a été vraiment très vite. Le cheval a été très prudent, il a sauté fort. Du coup, il est que 9e, mais c'est un cheval qui est estimé et je serais pas surpris de le voir à l'arrivée. Je pense qu'il faut pas se fier à son papier, mais je pense que c'est un cheval à prendre en note. La 5e, c'est une course de plaine, nous en parlerons avec Gilles plus tard. La 6e, c'est une course sur les 3500 mètres pour des 3 ans, des pouliches de 3 ans. Et il me semble que tu es là, oui, avec le numéro 2, Malina Bella, pour l'entraînement Pelletier. Ouais, Malina Bella qui avait plutôt bien débuté. En dernier lieu, elle court vraiment très mal. C'était le jour où, vous savez, la piste était la dernière réunion de cran où la piste était glissante, où il y avait un endroit qui était dangereux. Et en fait, ça s'est un peu mal passé. La jument s'est retrouvée dernière. Voilà, elle a vraiment pas fait sa course. Camille m'a dit qu'elle l'aimait bien, qu'elle sautait bien, qu'elle était pratique. Donc voilà, petite chance. Après, je connais vraiment pas l'opposition. Donc à voir. Après, il y a des juments qui ont gagné en débutant en plat. Voilà, je pense que faut le noter. Donc je pense au 7 Mistagada et 8 My Lady Will. Voilà, qu'on gagné toutes les deux pour leur début en plat. Donc je pense que ça reste des juments régulières. Comme le 3 m'a tendu. Voilà. Après, j'ai pas d'infos particulières dans ces courses-là, mais bon, je me référais aux juments qui ont montré de la qualité en plat. D'ailleurs, tu avais bien débuté 3e avec alors je sais plus, c'était une pouliche ou un poulain pour Camille Pelletier le week-end dernier.
Mathusalem qui court très bien. J'ai été gêné dans les tournants, je suis venu à l'extérieur. Le cheval de James s'est totalement dérobé à la sortie du tournant quand je suis venu à côté de lui. Il m'emmenait avec lui. Il m'a vraiment coupé dans l'action. Du coup, j'ai mal sauté la dernière. Et malgré ça, il a fait vraiment une belle ligne droite. Je pense que sans ça, on n'aurait pas tapé loin. Donc, bon, après, c'est un fait de course. On n'y peut rien, mais bon, c'est un cheval à prendre en note et qu'il faudra suivre. Hein. Le cheval de Camille Pelletier, Mathusalem, qui serait normalement revu mi-janvier. Voilà, des choix à suivre pour le reste du meeting de Pau. La 7e, c'est un réclamé sur le steeple pour des 5 ans et plus, 3700 mètres. Que vois-tu dans cette course-là, Thomas ? J'aime beaucoup le 2, Avel de Carba. C'est là à réclamer, je pense que c'est une très belle chance. Le cheval, je le vois le matin, il est en très belle condition physique. Là, ils annoncent peut-être un petit peu de pluie, juste assez pour que ça lui convienne bien. Le seul truc qu'il a contre lui, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être que c'est 3007. Je l'aurais peut-être plus vu sur un 4000 ou un 4007. Voilà, il risque d'être peut-être un peu pris de vitesse, mais s'il pleut, je pense que ça va pas le déranger. Moi, là-dedans, sur un parcours comme ça, j'aime bien le 6. Igor, qui est en très belle condition le matin, là, de le voir le matin, je sais qu'il est en très belle condition. Donc voilà, moi j'étais parti sur le 6 et le 3, Emir Shop, je pense que Laurent et Mathéo Biel ne feront pas le déplacement pour rien, donc voilà, je pense que c'est une très bonne chance. Dans l'ordre, je prendrai le 3, le 6 et le 2. Et alors moi, je ne sais pas dans quelle condition il est, mais là, ce Carnaval Point, il m'avait beaucoup déçu. Je m'attendais à mieux à Auteuil. Il va débuter à Pau avec Charlotte, je ne sais pas dans quel état il est, mais à voir. Ouais, moi j'ai pas envie de l'oreiller, mais j'ai peur que 3007, c'est vraiment un cheval de 4000, 4007, de grosse distance. Là, 3007 à Pau, je pense qu'il va être vite pris de vitesse. Il rend du poids à ses adversaires, c'est un cheval qui est assez froid. Je suis pas. C'est pas moi perso, je le conseille pas. Après, voilà. Je vais le regarder. J'espère que tu as raison, on en discutera. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, le terrain est annoncé à 4,1 aujourd'hui. Et oui, il y a peut-être un peu de pluie annoncée. Il a fait beau après la piste. L'autre jour avait séché un petit peu, mais c'était quand même souple. Hein. Et tout à l'heure, c'était un petit peu humide. C'était pas de la grosse pluie, mais il y a eu un petit peu d'humidité, ce qui va assouplir la piste. Donc on va être sur un 4-1, je pense. Mais non, la piste va pas être roulante non plus, quoi. Ça reste quand même du terrain d'hiver, donc la piste est très bonne. Très bien. Voilà pour l'obstacle à Pau et l'obstacle du week-end. Est-ce qu'on peut te suivre? Il y a des réunions à Pau mercredi prochain et Cannes-sur-Mer jeudi. Est-ce que tu as... on va faire les deux. On va faire Cagnes et Pau 24-25. On va faire Noël dans l'avion. Le 24, alors je réfléchis un petit peu ce que j'ai. J'ai un débutant pour Philippe et Camille Pelletier qui s'appelle Match Amical, qui a gagné le prix de l'avenir en plat à Nantes. Ensuite, qui a couru à Fontainebleau, là, le groupe 1, qui s'est classé 7ème. C'est un bon cheval estimé. On aura une très belle cartouche avec lui. J'ai les chevaux de Fabrice Fouché, Champ de Garde, avec qui j'ai gagné facilement à Nantes, qui va recourir le 24. Ça sera mes deux belles chances. Après, j'ai pas tout en tête là tout de suite, mais déjà il y aura ces deux-là. Et le 25 Cagnes, j'ai Dino Style normalement qui doit recourir en steeple, logiquement. Un steeple de 4 ans. L'autre jour, sa perf dans le quintet est très bonne. Donc sur la forme, on y va principalement pour celui-là. Et après, on verra les autres. Après, pareil, je sais pas, j'ai pas tous les chevaux en tête là, donc. Mais voilà, c'est les trois que je retiendrai, c'est Dino Style à Cagnes, Match Amical à Pau et Champ de Garde. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Et on va rejoindre, elle vient de nous rejoindre au Cardinal, c'est Gilles Barbarin. Tu as été deuxième avec Riskman. Qui fait une super course à Pau, très content de sa course. Le cheval a été combatif. On est bien battu, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas lâché l'affaire après la DER, il a été lutteur. Et de bon augure pour la suite. Il met un casque, Gilles, qu'il a dit il va gagner le 9, Gilles. Il a quel micro? Le prix fair play qui est visé. Ouais. C'est l'autre. Ouais, oui, bonjour Thomas. Ouais, on n'a pas Salut, eu oui, non, j'ai pas voulu t'embêter après, puis tu montais à Cagnes le lendemain, où tu as gagné d'ailleurs, je crois. Oui. Ouais. Non, c'est vrai, il a un engagement très fermé. Le fair play, il va t'engager le 3 aussi, mais le 9, il n'y aura pas Jacques Lux déjà.
Et je crois qu'il a 4 kilos de surcharge, ce qui fait porter, je crois, 71 kilos. Donc, avant le coup, et puis la distance est plus longue, c'est 4007. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. On a été battu par meilleur. Oui. Puis, mais ce que j'ai aimé, c'est que pour finir, le cheval n'a pas lâché. Il a quand même fini en avançant. Parce que des fois, quand il est un peu battu, il pourrait vite baisser les armes. Et là, il l'a pas fait. Il est resté combatif jusqu'au bout. Et je l'ai vu là ce matin. Il m'a dit qu'il était jamais aussi bien rentré d'une course que de celle-là. Ouais. Là, franchement, il est super bien. Faut le maintenir comme ça jusqu'au 9. Et je pense qu'on aura un bon engagement et un cheval qui est bien.